Bonjour. C'est où? Bon, la semaine dernière, après avoir fini avec les généralités sur les arcanes en chimie organique, nous allons poursuivre avec la leçon 2, n'est-ce pas, qui est intitulée les arsènes et les alcynes en chimie organique. Concernant les alcanes, nous avons vu que les alcanes étaient des hydrocarbures saturés, n'est-ce pas? Parce qu'ils étaient constitués uniquement d'une liaison de covalence saine. Et hydrocarbures parce qu'ils sont constitués uniquement du carbone et de l'hydrogène. Contrairement aux alcanes, les arsènes et les alcynes sont des hydrocarbures insaturés, n'est-ce pas? Car possédant une insaturation. Par exemple, pour les arsènes, ce qui caractérise les arsènes, c'est la double liaison. Et les alcynes, ce qui caractérise les alcynes, c'est la triple liaison. C'est la triple liaison qui caractérise les alcynes. Pour les arsènes, nous avons deux liaisons de covalence saine. Une liaison pi et une liaison sigma. La liaison pi est facile à rompre. Non, on peut facilement rompre la liaison pi. Alors que la liaison sigma est difficile à rompre. C'est la liaison sigma qui maintient la structure de la chaîne carbonique. C'est compris? C'est la même chose avec les alcynes. Les alcynes sont constituées, ce qui caractérise les alcynes, c'est la triple liaison. On a deux liaisons pi et une liaison sigma. Les liaisons pi sont très faciles à rompre. On peut rompre ça facilement. Alors que la liaison sigma est rigide. Et c'est la liaison sigma qui maintient la structure de la chaîne carbonique. C'est compris? Voilà. Et comme les arsènes et les alcynes possèdent une insaturation, pour les arsènes à cause de la double liaison et pour les alcynes à cause de la triple liaison, sont donc favorables à quoi? Aux réactions d'addition. Sont donc favorables aux réactions d'addition. Nous avons vu avec les alcanes, parce qu'ils sont constitués uniquement, je parle ici des alcanes, uniquement des liaisons simples, ils étaient plus favorables aux réactions de substitution. Or, les arsènes et les alcynes sont favorables aux réactions d'addition. Et nous avons vu que le carbone, par exemple, si je prends cet exemple qui est le premier dans la famille des arsènes, c'est quoi? C'est l'éthylène de formule C2H4. Alors que dans la famille des alcynes, c'est quoi? C'est l'acétylène de formule C2H2. Ça, c'est la formule brute. La distance carbone dans la famille des arsènes est de combien? 134 picomètres, n'est-ce pas? La distance carbone-hydrogène est de combien? 110 picomètres, ça ne change pas. 110 picomètres, n'est-ce pas? Et l'angle qu'il y a entre le carbone dans la famille des arsènes, l'angle qu'il y a entre hydrogène, carbone, hydrogène est de combien? Hydrogène, carbone, hydrogène ou hydrogène, carbone, carbone est de 120 degrés, n'est-ce pas? Et parce que le carbone dans la famille des arsènes a trois voisins, c'est-à-dire nous avons ce voisin, ce carbone, nous avons l'autre atome d'hydrogène, nous avons cet atome d'hydrogène, alors on
une structure est comment trigonale, n'est-ce pas? Trigonale. Parce qu'il a 3 voisins. Alors que pour les acides ont combien de voisins? Chaque atome de carbone a combien de voisins? 2 voisins. On dit qu'ils sont comment? Zigonales. Maintenant, l'angle qu'il y a entre le carbone, hydrogène est de combien? 180 degrés. Parce qu'ils forment un angle plat. N'est-ce pas? Un angle plat qui est de 180 degrés. Donc l'angle carbone est de 180 degrés. Dans la famille des acides. N'est-ce pas? Et ce qui différencie encore les alcènes des alcines, c'est la formule générale. La formule générale des alcènes, c'est CnH2n avec n supérieur ou égal à 2. Alors que dans la famille des alcines, c'est CnH2n moins 2 avec n supérieur ou égal à 2. Est-ce que c'est compris? Donc, concernant les alcènes et les alcides, j'ai pris pour chaque famille de composés le premier élément, c'est-à-dire le premier composé dans chaque famille. Dans la famille des alcènes, on a vu qu'ils sont caractérisés par la double liaison. La distance carbone-hydrogène, carbone-carbone de 134 picomètres, carbone-hydrogène, ça ne change pas, 110 picomètres. Ils sont trigonales, alors que dans la famille des alcides, ils sont plutôt digonales. Les molécules d'alcides sont digonales. Parce que la triple liaison, les carbones qui constituent la triple liaison ont combien de voisins? Ont deux voisins. Or, à cause de l'insaturation des alcènes et des acides, on voit qu'ils peuvent effectuer les réactions d'addition. Donc, passons maintenant aux réactions d'addition. Aux réactions d'addition. Concernant les réactions d'addition, si je prends par exemple comme première réaction d'addition l'hydrogénation, n'est-ce pas? L'hydrogénation par exemple de l'acide CnH2n, n'est-ce pas? Plus H2 en présence d'un catalyseur qui peut être soit le nickel, n'est-ce pas? Soit le palladium va me conduire à un alkane CnH2n plus le 2. Or, si je prends par exemple l'acide CnH2n plus 2, n'est-ce pas? Je fais l'hydrogénation de l'acide moins 2. Je fais l'hydrogénation de l'acide en présence du nickel. Ça conduit directement à l'alkane CnH2n plus 2, n'est-ce pas? Je mets 2 là parce qu'il faut que le molécule de dihydrogène pour conduire à un alkane. Maintenant, si je prends plutôt l'hydrogénation de CnH2n moins 2, c'est-à-dire de l'acide, cette fois-ci, en présence du palladium, ça conduit à l'acide, c'est-à-dire CnH2n. Ceci montre quoi? La force, ça met ici en exergue la force du catalyseur. Nous voyons que l'hydrogénation d'un acide en présence du nickel conduit directement à l'alkane. Alors qu'en présence du palladium, l'hydrogénation d'un acide conduit à l'acide. Donc on met ici en exergue la force du catalyseur. Si on continue, toujours avec les réactions d'addition. Monsieur. Oui. Est-ce que nous pouvons utiliser le nickel ou palladium, monsieur? On peut utiliser d'autres
soit le nickel, soit le palladium. Ou quoi d'autre, ou le platine, n'est-ce pas? Voilà les catalyseurs qui sont mis à votre disposition. Mais l'hydrogénation des acides avec le nickel et le palladium met ici en exergue la force du kata. C'est l'objectif qu'on voulait vous faire comprendre ici. Est-ce que c'est compris? Maintenant, comme autre réaction d'addition, je peux prendre l'hydratation. Et qui parle d'hydratation ici, voit ce qu'on appelle l'hydratation. L'hydratation ici évoque ou appelle un scientifique, n'est-ce pas, qui a travaillé dans l'hydratation des arsènes, qu'on appelle Markov-Nikov. Et la règle Markov-Nikov, qui va nous parler, qui va nous énoncer la règle Markov-Nikov. La règle Markov-Nikov dit quoi? À débat. Que dit la règle Markov-Nikov? Au cours de l'addition d'une molécule sur un axe. Quelle molécule? Bon, la règle Markov-Nikov dit ceci. Au cours de l'addition, n'est-ce pas, d'une molécule hydrogénée, n'est-ce pas, d'une molécule hydrogénée sur un arsène dissymétrique, l'hydrogène se fixe de préférence sur le carbone le plus hydrogéné. N'est-ce pas? Sur le carbone le plus hydrogéné de la double liaison. Et quand on parle de l'hydratation, ça veut dire qu'on va additionner quoi? Une molécule d'eau. Une molécule d'eau. Ça veut dire quoi? Si je prends par exemple le propène sera CH3, CH, double liaison, CH2. J'ai fait son hydratation, plus H2. Je décompose mon H2O, n'est-ce pas, en H-OH, pour mieux vous expliquer. Ceci va me donner quoi? En présence de l'acide sulfurique. L'acide sulfurique ici joue le rôle de catalyseur, n'est-ce pas? Qui est le carbone le plus hydrogéné de la double liaison? C'est quel carbone? C'est celui-ci. C'est ce carbone qui est le carbone le plus hydrogéné. Markov-Nikov dit ceci. Parce que cet arsène est symétrique, alors l'hydrogène de la molécule d'eau va venir se fixer sur le carbone le plus hydrogéné. Ça veut dire que l'hydroxyde va venir se fixer sur le carbone le moins hydrogéné, n'est-ce pas? Et c'est ce composé-là qui sera le composé majoritaire. Donc on aura donc ceci. CH3 double liaison CH, OH, et ici on aura CH3. Plus, on aura notre composé qui va se former, mais cette fois-ci qui sera minoritaire. On aura donc CH3, CH2, CH2, OH. Celui-ci c'est le propane. Propane 2-ol, et lui c'est le propane 1-ol. Propane 2-ol, propane 1-ol. Celui-ci, ce composé-ci, parce qu'il respecte la règle Markov-Nikov, alors il sera le composé majoritaire. Or, celui-là, parce qu'il ne respecte pas la règle Markov-Nikov, il sera le composé minoritaire. Donc, pour comprendre l'hydratation d'un arsène, il faut connaître la règle de Markov-Nikov pour identifier qui est le produit majoritaire et qui est le produit minoritaire. Markov-Nikov dit ceci: lors de l'addition d'un composé hydrogéné sur un arsène dissymétrique, le carbone se fixe de préférence sur l'hydrogène
se fixe de préférence sur le carbone le plus hydrogéné de la double liaison. Est-ce que c'est compris? Maintenant, si l'alcène n'est pas dissymétrique, alors on va obtenir un seul composé. Par exemple, si je veux faire peut-être l'hydratation de l'éthylène, l'éthylène sera CH2, double liaison CH2, n'est-ce pas? En présence de l'eau, je vais toujours obtenir, en présence aussi de l'acide sulfurique comme catalyseur, je vais toujours obtenir le méthanol, n'est-ce pas? CH3, CH2O, OH. Donc j'aurai un seul composé. J'aurai la formation d'un seul composé. Pourquoi? Parce que le composé l'éthylène est symétrique. Vous voyez que s'il y a un plan de symétrie ici, CH2 sera de l'autre côté et CH2 sera de ce côté. Alors ce composé-ci est symétrique. Alors avec un composé qui est dissymétrique, on obtient la formation de deux molécules, n'est-ce pas? On aura la molécule de Markov-Nikodym et une molécule qui ne respecte pas la règle de Markov-Nikodym. Est-ce que c'est compris? Voilà, c'est la même chose. Avec par exemple la chloruration. La chloruration qui est différente de la chloration. N'est-ce pas? La chloration, c'est une réaction de substitution que nous avons vue dans la famille des alcanes. Alors que la chloruration, c'est une réaction d'addition, n'est-ce pas? Que nous allons voir dans les alcènes. Et après avoir vu quelques composés symétriques ou quelques réactions d'addition, que ce soit dans les alcènes, que ce soit aussi dans les acides, nous allons voir entamer une autre série de réactions. Mais cette fois-ci, ce sont des réactions, c'est plusieurs réactions d'addition des unes sur les autres molécules identiques que nous avons appelées des réactions de polymérisation. Donc une réaction de polymérisation et une réaction d'addition des unes aux autres molécules identiques. Ça veut dire qu'on additionne plusieurs monomères pour donner un seul polymère. Et nous allons voir donc le polychlorure de vinyle. Pour donc faire une réaction de polymérisation, par exemple, du polychlorure de vinyle, n'est-ce pas? Le polychlorure de vinyle, c'est une macromolécule. Quand on parle de macromolécule, on parle d'une grosse molécule qui a une grosse masse molaire. Pour donc parler du polychlorure de vinyle, il faut donc d'abord préparer le chlorure de vinyle. Le chlorure de vinyle se prépare à partir de quoi? Le chlorure de vinyle se prépare à partir de l'addition, n'est-ce pas, sur l'acétylène, n'est-ce pas, du chlorure d'hydrogène. Par exemple, si je prends l'acétylène qui est CH2, donc CH, double liaison CH, j'additionne ici le HCl, le chlorure d'hydrogène. L'atome, il y aura un atome d'hydrogène qui va se fixer sur le premier atome de carbone. L'atome de chlore va se fixer sur le deuxième atome de chlore. Parce que tout à l'heure, nous avons dit que les molécules d'acide ont une triple liaison. Et dans la triple liaison, on a deux liaisons qui sont faciles à rompre et une liaison sigma. Les liaisons qui favorisent les réactions d'addition. Ça veut dire quoi? Si je prends cette liaison va se subdiviser en deux. Il y aura une partie qui va fixer l'atome d'hydrogène et l'autre partie qui va fixer l'atome de chlore. Et on va donc avoir comme produit de la réaction le H2C, double liaison CHCl. Ça, c'est le chlorure de vinyle. C'est compris? Donc, on part de l'acétylène,
plus l'addition du chlorure d'hydrogène, on obtient le chlorure de vinyle. Maintenant, s'il faut faire la réaction de polymérisation du chlorure de vinyle pour obtenir le polychlorure de vinyle, on prend donc le chlorure de vinyle que nous venons de préparer, CH2, double liaison CH, CN, n'est-ce pas? N fois, parce qu'on a dit qu'une réaction de polymérisation, c'est plusieurs réactions d'addition des unes sur les autres molécules identiques qui vont me donner donc quoi? CH2, n'est-ce pas? Ou CH2. CH, CL, n'est-ce pas? Et N. Voilà le polymère. Celui-ci, c'est le polymère. Là, c'est le monomère. Et celui-ci, c'est ce qu'on appelle le motif. Il se répète plusieurs fois. Et dans les réactions de polymérisation, nous avons ce qu'on appelle l'indice de polymérisation, qu'on va noter N, qui est égal à la masse molaire du polymère, n'est-ce pas, divisé par la masse molaire du monomère, qui est égal à la masse molaire du polymère divisé par la masse molaire du monomère. Donc, dans les exercices, on peut vous donner la masse molaire du polymère. On vous demande de trouver la masse molaire du monomère. Vous tirez dans la formule et vous trouvez la masse molaire du monomère. Ce qu'on n'a pas dit concernant les alcènes, avec les alcènes, nous avons deux conformations dans leur structure. On a vu que leur structure est plane, alors que pour les alcyles, la structure est linéaire. Nous avons deux isomères. Nous avons Zusammen et Eingegen. Zusammen, c'est lorsque les deux groupements sont du même côté du plan. Eingegen, qui veut dire opposé. Ce sont des composés dont les deux groupements sont de part et d'autre du plan. Et à partir de là, on a plusieurs isomères. Donc, voilà de manière ramassée les réactions d'addition qui s'effectuent sur les molécules insaturées, notamment les alcènes et les alcyles. Nous avons vu que l'hydratation d'un alcène conduit à un alcool en respectant la règle de Markov-Nikov. Prochainement, nous allons voir aussi l'hydratation d'un alcyne. L'hydratation d'un alcyne conduit ici à un aldéhyde en présence de l'ion mercure, Ag2+. Donc nous allons voir cela et avec les cas pratiques, nous allons bien illustrer. Donc rentrez et lisez bien beaucoup et prochainement, avec les cas pratiques, nous allons illustrer tout ce que nous venons d'expliquer aujourd'hui. Merci pour votre assiduité et restez constant, n'est-ce pas? Restez constant dans la recherche, parce qu'il ne suffit pas seulement de venir prendre le cours, il faut aussi travailler. Je vous ai dit, il faut 99% d'inspiration, de transpiration et 1% d'inspiration. Donc vous devez transpirer, vous devez travailler par vous-même. Et c'est en travaillant par vous-même que vous allez mieux comprendre. Est-ce que c'est compris?